Salut, moi c'est Théo. Le domaine est situé à Rosenwiller, on est dans le Piémont vosgien, on se situe environ à environ 200-250 mètres d'altitude. Donc c'est pas une grande altitude, par contre on bénéficie d'un microclimat assez spécial, assez spécifique. On exploite sur deux principaux coteaux, quasi exclusivement exposés plein sud, avec certaines variantes un peu plus orientées vers l'est. On a la chance de cultiver nos vignes sur des terroirs calcaires, sur ce qu'on appelle des calcaires coquillers, du muschelkalk. Donc c'est des calcaires qui sont assez anciens, principalement définis par un fossile qu'on appelle une cératite. Et c'est ce que vous avez juste ici. Ça fait partie de la famille des ammonites, donc c'est des coquillages qu'on connaît assez bien. Et ensuite, on a des déclinaisons un peu très subtiles dans ce qu'on appelle les textures de sol, entre argile, entre limon et l'euse, qui sont des sables calcaires grossièrement expliqués. Donc on a ces déclinaisons très subtiles qui nous permettent d'avoir une implantation de nos cépages assez précise, où on arrive à aller chercher des choses très différentes, des textures très différentes, des salinités très différentes, et d'avoir un travail sur les salivations, sur les blancs, qui je pense ont un intérêt subtil, mais qui pour nous est un terrain de jeu fabuleux. Voilà, donc on a une grande diversité entre des sols très riches, très lourds, où on exploite des cépages beaucoup plus, comme on dit en alsacien, sulfiques, beaucoup plus buvables, et des terroirs un peu plus condensés, un peu plus filtrants, un peu plus asséchants, un peu plus drainants, où là, clairement, on ne va pas chercher du tout les mêmes choses dans les vins. On est sur beaucoup de finesse, des salinités très précises, des astringences très précises, même sur les blancs. Et donc voilà, on a la chance d'avoir un terrain de jeu très intéressant. On est, à savoir, pas sur la route des vins, donc elle se situe à quelques kilomètres de là, ce qui nous permet de jouir, je dirais, d'un anonymat hyper intéressant, où on n'est pas une grande zone de passage, mais ça permet aussi de se consacrer à d'autres choses, de se consacrer à la vigne, d'être profondément viticulteur et je dirais pas de se suppléer à notre métier. Et donc voilà, quand on sait que quand on est au domaine, on est quasi exclusivement dans la vigne, et c'est très intéressant. On a la chance en Alsace d'avoir des microclimats très diversifiés, avec des pluviométries très intéressantes, des cumuls de températures très différents, et surtout des zones pluvieuses très localisées. Donc la gestion au sein du parcellaire, elle est très importante. On est en Alsace, donc c'est un parcellaire très morcelé. On exploite environ une quarantaine de zones, une quarantaine de secteurs un peu différents. Donc c'est parfois des parcelles qui vont de 5 arts à parfois 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. On exploite 14 hectares au total, donc ça crée une diversité très intéressante. Et on a la chance d'avoir des lieux-dits qui ont une vraie identité et des caractéristiques microclimat, terroir, et de créer une corrélation entre les deux qui est, je dirais, unique pour chacune des parcelles. Ce qui fait que ce changement climatique, nous on le ressent, oui, mais surtout il est exacerbé. Donc on a des problématiques de stress hydrique au fil des ans, au fil des années, très différents à appréhender. Et c'est vraiment une remise en question constante, mais vraiment on fait partie d'une des zones les plus sèches d'Alsace, et c'est des problématiques à prendre en compte également. Le heureux hasard de la vie a fait que j'atterrisse en Alsace en 2020 et que je redécolle plus. Donc ça avait parti d'une belle aventure où on s'est vraiment bien redécouvert, mon père, ma belle-mère et moi-même. Mon père avait volontairement arrêté de faire du vin en bouteille, et les principales sources d'excitation et de découverte pour lui sur les années précédentes ont été la macération. Parce que quand on est passionné de vin, on est passionné de terroir, et on a un travail sur la macération qui est très différent. Et aujourd'hui, quand on veut faire du vin de la manière la plus paysanne du monde, on a conscience que tout ce dont on a besoin se situe sur la pellicule, dans la baie, dans les pots et dans la pulpe. Il a sorti les premières prémices en 2019 avec 3 cuvées, un Riesling, un Muscat et un Pinot Noir. Le Pinot Noir par définition en macération, mais sur le Riesling et le Muscat, c'était assez novateur. Pas novateur à l'échelle de l'Alsace, mais pour nous. Et en fait, c'est vraiment revenir à nos origines. J'aurais pas la prétention de dire que c'est la manière la plus vieille de faire du vin, sans parler de vin géorgien, arménien ou autre. Mais donc la macération, ça venait de là à la base. Ça venait d'une manière paysanne de faire du vin, de conserver du vin et de sécuriser ses fermentations, de sécuriser ses vinifications, et d'ensuite enchaîner sur des élevages qui se déroulaient assez simplement. Ça a été avant tout, je dirais, une manière
propre, saine, fiable, d'aller faire des vinifications sans aucun intrant, sans ajout de levure, sans ajout de sulfite, sans filtration, sans collage, sans décoloration, sans quoi que ce soit. Donc ça a été vraiment intéressant et ça a été vraiment, je dirais, l'antichambre d'un vin profondément vivant. Mais je pense qu'on a été profondément convaincus qu'un vin de macération pouvait être un vin de terroir. Le travail sur les salivations, le travail sur les textures, le travail sur les astringences, sur les tanins, c'est des choses qu'on a dans les vins blancs mais qu'on a un peu oubliées. Et on a découvert qu'on avait des trames très communes, qu'on arrivait à exprimer, qui venaient profondément de nos calcaires, qui venaient des mouches de calque, sur les salinités, sur la sapidité, sur les textures, et qu'en plus on avait la chance d'avoir un support dans des vins blancs qu'on n'avait pas avant. Donc je dirais qu'on utilise vraiment le terme de vin des blancs de macération et pas profondément orange. On a beaucoup de cépages en Alsace, très diversifiés entre les muscats, entre les gewürz et les pinot gris. Je vous cite ces trois-là parce que ce sont les plus aromatiques, et c'est surtout ceux sont des vins, on a toujours vinifiés avec du sucre. Donc ça reste des vins, pas de niche, mais qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Dans l'approche, on a difficilement des accords, on a difficilement une buvabilité exacerbée dans ces vins, et la macération permettait de les rendre plus digestes, plus buvables, et surtout, on arrivait à exprimer quelque chose d'un lieu, d'un cépage, d'un vigneron. Et c'était un peu ce nerf de la guerre qui était de concilier l'homme, la nature, ses impondérables, le terroir, le climat, et le végétal. Et bien, je dirais que ça a été l'aboutissement de quelque chose et à la fois les prémices d'un autre. Cet état de transition, c'est le millésime 2022, ça a été un peu compliqué, très sec, on a eu la grêle, et je dirais que c'est d'une certaine manière la cerise sur le gâteau qui clôture quelque chose d'assez joli. On est un peu cet entre-deux entre la macération, dans les textures, dans l'expression variétale et aromatique, dans la couleur déjà aussi. Mais ça reste un vin, c'est un vin qui a subi 2 jours de ce qu'on pourrait appeler de pré-fermentaire, mais on a légèrement débordé sur la fermentation. Donc on a une expression qui est un peu différente, on est sur un début de blanc de macération, mais la couleur provient de l'élevage en barrique de pinot noir. Donc c'est à la fois un peu trompeur entre l'élevage, entre le choix d'un vigneron, entre le contexte climatique de 2022, où on a réussi à garder beaucoup de fraîcheur, des belles acidités. C'est un assemblage entre Auxerrois et Riesling, 2 cépages qu'on a rarement mêlés l'un à l'autre. Moi, on m'a toujours éduqué, on m'a toujours appris que l'Auxerrois voilà, ça a été un peu le vin de base assez classique, assez buvable, mais on était capable de faire des très beaux Auxerrois. Et le changement climatique fait qu'on arrive vers des Auxerrois beaucoup plus intéressants dans l'expression, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits. Et à côté, on a ce côté très salin, très pur, des belles acidités, beaucoup de finesse, ce côté un peu plus thym, herbe sèche qu'on pourrait avoir sur les Riesling. Ça a été l'aboutissement, je dirais, la cerise sur le gâteau d'une relation avec Culinaris qui m'a fait confiance au tout début sur un premier millésime qui était plein d'espoir, plein de projets, parfois un peu naïf, parfois un peu engagé. Et cette ère-là nous a aussi permis, pendant ces 3-4 dernières années, d'aller s'intéresser un peu plus à ce qui se passe sous nos pieds, d'aller faire ce qu'on appelle des fosses pédologiques, d'aller creuser au plus profond. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est intéressé à nos calcaires, à nos mouches de calque, à nos argiles, à nos limons, à l'impact de notre travail sur le sol, au tassement, à l'impact qu'on peut y avoir, alors que parfois on pense que voilà, le sol est résilient, la nature est résiliente, la vigne est résiliente, mais elle a une limite, tout comme l'homme, et il suffit qu'à un moment donné on trouve ses limites. Et le but du jeu, au bout du compte, c'est juste de se dire qu'on fera le même travail dans 30 ans, mais qu'on ne sera juste pas impactant pour nos voisins. Et qu'on soit encore là dans 30 ans ou pas, qu'on transmette ces vignes à nos descendants ou non, il y a très peu d'importance. C'est juste que la prochaine personne qui mettra les pieds, qui foulera cette terre, se dira « je m'y sens bien et j'ai envie que ça continue comme ça ».